Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM. C'est dimanche, il est 21h à Brest, vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM. Chers auditeurs, bonsoir, c'est l'heure des élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM? Cet été, les élucubrations d'Hermeline vous proposent une série de 4 émissions originales avec 3 metteurs en scène de grand talent pour la mise en scène audio de mon premier One Woman Show, Hermeline seule en scène, le 9 septembre à la Comédie du Finistère aux Ateliers des Capucins à Brest. Je propose une expérience inédite en radio, donc la mise en scène audio. On a commencé dimanche dernier avec Delphine Vespier, qui a fondé la compagnie Batailla.org et qu'on retrouvera dimanche dans 15 jours. On a vu ensemble comment porter haut le texte. Et ce soir, je reçois Steve Brudet-Nelson, qui a fondé le Théâtre de la Coche à Brest et qui se définit comme un enceneur. Bonjour Steve. Bonjour. Je suis ravie de l'avoir à mes côtés, en direct, chers auditeurs. Donc vous l'aurez compris, je serai sur scène à la Comédie du Finistère. Hermeline seule en scène s'inscrit dans le prolongement de l'émission Les élucubrations d'Hermeline. Et vous, quel est votre souvenir vintage sur Radio U ? Dans une salle intimiste et interactive, aussi intimiste et interactive qu'en radio, le dimanche soir. Finalement, ce sera comme à la radio, mais en vrai, les yeux dans les yeux, vous et moi, le grand vertige. Alors, lors de mes élucubrations du 7 juin, si vous vous souvenez de cette émission, qui est en replay sur le site de radiou.org et en streaming sur toutes les plateformes de podcast, j'avais reçu Hugo Laborie, mon prof d'impro à la Comédie du Finistère, pour une émission consacrée à l'improvisation, justement. Ensemble, on avait parlé littérature de l'impro et de la scène. Et je me suis aperçu que Hugo Laborie et Steve Brudet-Nelson avaient des références assez semblables, comme notamment le livre de Christophe Tournier que j'ai là avec moi, le manuel d'improvisation théâtrale, paru aux éditions de L'Eau Vive. Alors on va en reparler tout à l'heure. Et alors je me suis posé la question, parce que finalement ils n'exercent pas du tout les mêmes métiers. L'un est improvisateur, l'autre est artiste lyrique, acteur et comédien. Bon, tous les deux mettent en scène, mais ce sont des mises en scène complètement différentes, puisqu'il y a l'improvisation d'une part, le théâtre classique, on va dire, d'autre part. Et à leur contact, en stage, j'ai compris que l'un n'empêchait pas l'autre. L'écrit et l'oral, l'impro et le théâtre classique, et même, plus que ça, l'impro, le théâtre classique et la littérature, parce que c'est finalement de là, moi, que je viens, backstage et on stage. Et si c'est de là que je viens, finalement, au début, j'étais romancière. Enfin, j'ai commencé de manière romanesque par écrire. Et je me suis aperçue, à un moment donné, que mon écriture bloquait et que je voulais absolument m'inscrire dans une écriture complètement littéraire qui, peut-être, ne me convenait pas complètement. Et je me suis demandé comment faire évoluer cette écriture, la rendre plus organique, plus orale, plus simple, plus moi, en fait, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit que seul le théâtre allait pouvoir me sauver, entre guillemets, ou me permettre de progresser, en tout cas, vers une écriture qui me ressemble, une écriture, l'écriture d'Hermeline. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai construit le personnage d'Hermeline, un personnage plus oral, plus organique, plus corporel. Et alors, pendant le stage avec Steve Brudet-Nelson, il nous a parlé de plusieurs références autres que Christophe Tournier, et en particulier Peter Brook, avec le livre L'espace vide. Et je me suis noté, page 48 de ce livre, Peter Brook écrit que finalement la principale préoccupation au théâtre du comédien, c'est je vais lire tout simplement plutôt que d'essayer de reformuler. La principale préoccupation qui consiste à ne pas cesser de progresser en tant que comédien, ce qui implique de ne pas cesser de progresser en tant qu'homme. Et c'est ce que je cherchais à faire, en fait, à découvrir quelque chose de moi que je ne connaissais pas, qui me fasse progresser en tant que femme, en tant qu'être humain, et forcément mon écriture.
Et alors, dans tous les cas, ce qui nous anime, en tout cas, les comédiens, les acteurs, enfin, tous ces gens de théâtre, c'est l'idée folle d'être sous les feux de la rampe et de se lancer dans le vide. Alors, c'est comme pour ma part, c'est ce que j'ai fait déjà en radio cette saison, mais c'est le grand vertige. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, un vertige immense, et je ressens ce même vertige à chaque fois que je prends l'antenne le dimanche sur Radio U. Alors, pour le spectacle, mon intention est simple. Vous partagez mes souvenirs vintage, mes 20 ans en l'occurrence, et vous donnez envie, cher public, de raconter les vôtres. Donc, c'est vraiment une expérience que je propose, à la fois une sorte de happening et une distanciation, pour reprendre un peu des termes de Peter Brook, encore une fois, mais je me suis tellement reconnue dans ce qu'il écrit. Alors, vous allez vous demander, la mise en scène audio, finalement, c'est quoi ? On a déjà tenté d'y répondre la dernière fois avec Delphine Vespier. Pour moi, ça a été de réécrire mon texte en réel et d'apprendre à poser ma voix. Une mise en scène audio avec Steve Bruden-Nelson, c'est quoi ? Et Steve Bruden-Nelson qui se définit comme un enceneur. Un enceneur, c'est quoi ? Et surtout à la radio, Steve. C'est sûr que c'est toi qui invite à ça. Hein. Moi, j'avoue que j'ai accepté en me disant waouh, c'est encore un autre défi, c'est encore un autre horizon, un champ de bataille, un champ d'exploration. Donc allons-y. De toute façon, il y a toujours une part de discussion, de dramaturgie aussi. Donc de toute façon, que ça soit radiophonique, c'est très intéressant parce que il est question d'intention, il n'est pas question que de plateau non plus. C'est très important de penser penser les textes, penser ce qu'on va jouer. C'est beaucoup de l'histoire de penser et non pas que, je ne sais pas si je l'avais dit au stage par exemple, que c'est pas une histoire d'aller chercher dans des viscères, des choses comme ça quand on est acteur. C'est déjà la pensée devrait suffire à pouvoir tout jouer. Donc c'est pour ça que je me dis souvent ça, c'est que et quand je connais pas par cœur je me rappelle pas tout à quelle page il a dit quoi, Brook. Mais effectivement, je pense que ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il faut se connaître soi-même. C'est important. C'est-à-dire qu'un acteur, mais c'est pas une histoire de se connaître, même si j'ai fait de la philo, donc j'ai toujours ce côté philosophie, mais c'est se connaître. On n'a pas tous les mêmes enjeux, on n'a pas tous les mêmes choses à apprendre pour pouvoir jouer un personnage. Il y en a qui sont la voix est déjà placée naturellement, il y en a qui se tiennent. Voilà, c'est se connaître, c'est se dire connaître son corps, connaître sa voix, connaître un peu, et de là, comme une toile pour un peintre, il sait, il voit, il part d'une page. Alors pour l'acteur, elle n'est pas blanche, parce qu'on charrie une histoire, on charrie un passé, on charrie des émotions, et on en charrie chaque jour est différent. Le temps passe, la toile, elle est ce qu'elle est, elle bouge pas, et encore. Mais l'homme, chaque jour, il est différent. L'homme, la femme, l'acteur, l'actrice est différent chaque jour. Donc il y a tout ça, ça me fait penser à ça quand Brook dit ça, et j'y avais pas pensé, mais oui, c'est très très fort ça. Donc enceneur, oui, c'est une espèce de petite façon pour je pense que j'ai dû utiliser ça pour contourner le mot de metteur en scène. C'est une notion assez récente, je trouve. Hein. C'est comme chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... C'est un peu le règne, le XXe siècle, de ça. Des gens qui donnent un avis sur un texte. C'est-à-dire que mettre en scène, on a un côté où un esprit tiers, autre que l'auteur, vient dire « voilà ma vision d'un texte que je n'ai pas écrit ». Il y a cette notion-là chez le metteur en scène. Et parfois, j'ai juste envie de l'enlever, ce côté, pour dire « revenons à l'acteur, revenons Pour moi, j'ai envie de redonner la primauté à l'acteur pour qu'il dise voilà, c'est moi qui raconte, et c'est pas forcément la vision d'un metteur en scène qui oriente un texte. Donc c'est en ce sens peut-être que c'est peut-être plus pour bannir le mot metteur en scène au sens du directeur qui a une supériorité. C'est souvent ça d'ailleurs, on le voit dans les affiches. C'est plus Shakespeare machin, c'est tel metteur en scène met en scène Shakespeare. C'est plus Shakespeare qui est premier, c'est le metteur en scène qui dit maintenant ce qu'est Shakespeare. Donc ça, mais ça c'est comme les chefs d'orchestre, on est dans le règne de ceux qui disent voilà ma vision de telle ou telle chose, sans reconnaître quand même qu'il y a quelqu'un qui a composé, qui a écrit. Bon, voilà. Alors, de toute manière, tout se nuance toujours. Alors, Brook dit au sujet du metteur en scène, que j'ai relu ce week-end avant l'émission,
parce que ça me paraissait important de pouvoir en discuter à bâton rompu, de pouvoir élucubrer ensemble là-dessus. Tout à fait. Donc Peter Brook dit que quand j'entends un metteur en scène parler allègrement de servir l'auteur, de laisser la pièce parler toute seule, je sens naître en moi un doute, car c'est la tâche la plus difficile de toutes. Si on laisse la pièce s'exprimer toute seule, on peut très bien ne rien entendre du tout. Si l'on veut que la pièce soit entendue, alors il faut la faire chanter. Ah. C'est un rôle étrange que celui de metteur en scène. Il ne demande pas à être Dieu, et pourtant il lui ressemble. C'est exactement ça. Il voudrait être faillible, et pourtant la conspiration instinctive des comédiens le fait passer pour un arbitre. C'est exactement ça. Hein. Dans un sens, le metteur en scène est toujours un imposteur, un guide dans le noir qui s'avance sans connaître le terrain. Waouh. Il doit guider tout en découvrant son chemin au fur et à mesure. Tu te reconnais en tant oui, qu'enseigneur. c'est-à-dire qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion là. C'est-à-dire que c'est un entre-deux à trouver. C'est-à-dire que c'est ce qu'il nomme très bien. Il y a bien, on ne peut pas laisser le texte posé là, c'est ce que je dis souvent, sinon on convoquerait les spectateurs à dire venez, on va vous lire la pièce. Ça n'est pas possible non plus. Le théâtre a une spécificité, c'est que c'est. Et tout à l'heure, tu parlais de la peur. Tu dis, comme tu viens à la radio, et ben j'allais dire, avant même que tu dises ça, je dis, si on devait donner la spécificité, ce serait comme un funambule. C'est-à-dire qu'il y a le risque qu'on tombe. Ah oui. Et ça, et c'est que le théâtre qui offre ça. Sinon, ça n'est plus du théâtre. S'il n'y a pas, à un moment donné, c'est pour ça il est vivant en ce sens où on vient assister à cette convention. Les gens, on n'a plus les gladiateurs, mais on a les comédiens. C'est-à-dire qu'on veut avoir cet enjeu où on se dit, il peut lui arriver quelque chose. On est là devant lui. Si tout va bien, eh ben, ça serait presque ennuyeux, je trouve. Il faut qu'on ait un enjeu. Et voilà. Et donc, c'est pas un vertige où on se perd, où on se noie, où on se fracasse. Non, parce qu'on répète. C'est même pour ça qu'il y a des répétitions. C'est pour baliser un peu le terrain. On n'est pas en train de se lancer comme si on n'a jamais fait de saut à l'élastique, on se jette. Pas du tout. C'est bien, on essaie de baliser. Mais quand même, il y a un moment donné où on est quand même sur un fil. Voilà. Et c'est ça qui est... Voilà, c'est un peu tout ça qu'on doit tenir en même temps. C'est des choses un peu contradictoires. Ben, on va en parler concrètement. Concrètement, et on va commencer par un texte qu'on avait travaillé lors du stage. Donc, je rappelle que je t'ai rencontré lors d'une masterclass que tu organisais en 2025 au théâtre de Lambézélec, la maison du théâtre de Lambézélec. La table de points, donc l'intitulé de la masterclass, la table de points du festin au chaos. Alors, je m'étais inscrite parce que, en écriture, ce qui m'intéresse, c'est les situations de rupture et de chaos. Qu'est-ce qu'on tire de là et vers quoi on se dirige quand on provoque le chaos. Et dans ton cas, la table était le point central des mises en scène, qui réunit autant qu'elle désunit. C'était ton principe. Et tu cherchais donc, tu nous as fait travailler autour du renversement dramatique, des tensions, des non-dits, des règlements de compte, évidemment. Tout à fait. De ce qu'on ne dit jamais. De ce qu'on voudrait tellement dire, de ce qu'on dit dans sa tête. Bien sûr, mais complètement. Et que le jour où ça sort, ça sort. Tellement d'années plus tard, ça sort. Et donc, on a travaillé avec toi plusieurs auteurs. Et des extraits de films aussi. Oui, des extraits de films. Donc, il y avait Yasmina Reza, Tchekhov, un film de Jaoui Bakri, Dominique Moll, Lénine, et Sénèque. Tout à fait. Alors, c'est vraiment Sénèque que j'ai aimé. Ouais. Non pas parce que c'est Sénèque, mais parce que on l'a lu au pupitre. On l'a lu, et en tout fait, le prologue, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Alors que ce que je n'ai pas aimé dans ce stage, enfin, je cherchais pas ça finalement. Je cherche pas à faire du théâtre, de même que je ne cherche pas à faire Je cherchais une écriture, à faire progresser mon écriture. Donc en ça, le stage dans sa globalité m'a aidé. Mais c'est vrai que me retrouver, et ça je l'avais pas anticipé, me retrouver avec d'autres partenaires sur scène, à jouer un texte, à être comédienne, à faire confiance. Non, ça pour moi, c'est pas ton truc. Ça l'a pas trop fait. Ouais. Même si interpréter Alice dans Lemming après Charlotte Rampling, ça m'a un peu fait kiffer quand même. Quand même. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment. Et quelle actrice aussi. Ouais. En tout cas, c'était une expérience merveilleuse et je suis ravie de partager ce soir l'antenne avec toi. Donc Sénèque, partie 1, tu nous as fait travailler l'ombre de Tantale et la furie. Est-ce que... tu n'as pas le texte, je crois. Donc on va se le partager. Très bien. On va se le partager, les chers auditeurs. Donc on est côte à côte. C'est ça. On est côte à côte.
micro-gauche. Si on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, Sénèque, moi je l'ai joué en tant que jeune comédien, j'ai joué Phèdre, enfin je faisais Hippolyte, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de démentiel, de tellement puissant, de hors des normes chez Sénèque que je trouve est vraiment très très fort. Et même si on peut pas s'imaginer en tant que comédien se dire on va jouer du Sénèque, c'est vrai qu'au stage on a eu ça, on a eu des gens qui étaient très sceptiques. Et finalement ça a changé. Il y en a qui m'en parlent encore, qui sont très touchés par la puissance du texte. On va pas jouer tout le texte, on va peut-être commencer à la Furie, un petit passage de la Furie. Vas-y, tu commences ou je commence? Commence. Allez. Avance, ombre maudite. Va et fais claquer ta fureur. Que ta folie réveille la maison au sacrilège. Je veux la vengeance pure. La folie harcèlera leurs esprits embrumés et la rage des pères revivra chez les fils. À chaque génération, je veux des criminels bravant l'ordre divin des choses. La vengeance fera pulluler les crimes. D'un seul, il en sortira 10. Je veux que leur colère ignore tout interdit. Parricide, incestueux, cannibale. Le frère terrorisera son frère. Le père terrorisera son fils. Le fils terrorisera son père. Leurs enfants mourront d'une mort affreuse. Mais leur naissance sera pire encore. Entre la femme et son époux, ce ne sera que haine et menace. Je veux qu'ils aillent faire la guerre au-delà des mers et que la terre entière ruisselle du sang versé. Tout sombrera, la religion, la justice et la confiance entre les hommes. Votre peste contaminera le ciel. Pourquoi les étoiles brillent-elles sur la voûte céleste ? Pourquoi le feu brode-t-il la beauté du ciel nocturne ? Je veux une nuit totale, un ciel déserté par le jour. Dans cette demeure qui fut la tienne, apporte le désordre. Apporte la haine, le sang, la mort, que ta maison soit grosse de toi, qu'elle soit pleine de tantales. On décorera les portiques et leurs hautes colonnes, aux portes on accrochera des lauriers. Ce sera la fête. Un grand feu brillera pour célébrer ta venue. Un feu digne de toi, pour que recommencent les horreurs de la trace. Mais au banquet des anthropophages, il y aura cette fois plus d'une victime. Je veux qu'on allume un grand feu dans la cuisine. Je veux qu'on mette l'eau à bouillir dans les chaudrons. Qu'on découpe les viandes humaines. Que le sang de ses neveux coule et profane le foyer de leur oncle. Je veux qu'on dresse la table. Tantale, tu es invité. Tu as l'habitude de ces horribles repas. Si nous t'avons donné un jour de permission, c'est pour que tu viennes assouvir ta faim à ce banquet. Mange autant que tu peux, prends ta revanche sur le jeûne. Et assiste au spectacle. Tu verras boire du vin et du sang mêlé. J'ai inventé un repas que même toi tu n'aurais pas mangé. Arrête. Où vas-tu si vite? Eh bien, nous ne dévoilerons pas la fin pour ceux qui ne connaissent pas la pièce. C'est terrible. La fin qui est démoniaque. Ah bah c'est du tragique pur, Voilà. et de l'horreur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la fureur et de... C'est pour ça que de le mettre dans un thème comme ça où c'était le repas, au début on comprend pas pourquoi. Et on se dit, ah oui, c'est peut-être le pire des repas qui soit, je trouve, c'est cette tragédie. Alors ce qui m'a bluffé pendant ce stage, c'est évidemment ta mise en scène. Parce que, on est resté une semaine, je crois. Oui, ouais. Donc chaque jour, on répétait chacun un peu de texte. Assez dense. Hein. Des morceaux de texte. On étudiait la pièce, Ouais. on faisait des exercices corporels, sur la voix. Et finalement, j'avais l'impression qu'on ne mettait jamais rien en scène. Et oui. Et le dernier jour, et enfin j'ai presque envie de... Je vais caricaturer un peu, mais c'est finalement l'impression que je retiens. La dernière heure du dernier jour, avant la représentation auprès du public, enfin au public, Oui. avant d'ouvrir les portes au public, tout à coup, Steve a su exactement quelle pièce allait commencer, terminer, à quel moment Julie allait prendre la parole, moi j'allais lui répondre, qui allait porter un texte entier seul sur scène, alors que de toute la semaine, elle ne l'avait jamais répété. Je me souviens plus... pour même Sénèque, d'ailleurs, c'est qu'à la dernière minute qu'on a répété que je leur dis, vous allez manger, on n'a pas besoin de le faire, ça va marcher, j'étais sûr. Et elles ont été bouleversantes, les comédiennes qui ont joué Sénèque. Et donc, au milieu de ça, il y avait une table, et tout d'un coup, autour de cette table, tout le monde s'est organisé, c'est ça. on a enlevé les accessoires, on a rajouté d'autres. C'est ça. Une table, pas de décor. Très peu. Et alors ça m'a bluffé. Alors comment ça te vient de savoir au dernier moment, enfin j'imagine que c'est pas au dernier moment, mais... Non, c'est pas tout à fait au dernier moment, mais disons que tu as parlé donc des références, donc Tournier,
Brooke, mais il y a aussi Grotowski, c'est-à-dire que je suis pour un théâtre pauvre, mais pas au sens où je veux que ça repose sur les acteurs. Pour moi, ça vient, à partir du moment où les acteurs et les actrices savent ce qu'ils ont à jouer, la mise en scène, c'est pas qu'elle est secondaire, mais elle découle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à donner un cadre et ça fonctionnera. À partir du moment où on sait ce qu'on fait sur le plateau, qu'on le fasse. Alors évidemment, il y a des mises en scène, entre guillemets, qui donnent plus de force en jouant telle scène à distance. Je ne sais pas si tu te rappelles la scène de Tchekhov, quand ils ont les filles, qui pourtant, d'ailleurs, beaucoup disaient, n'aimaient pas Tchekhov. C'est-à-dire, il y avait une réputation de c'est chiant. Vrai. Et elles m'ont dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais c'est pas vrai parce que c'est physique. Et je ne sais pas si tu te rappelles, je te disais, mais si vous dites la même chose à un maître, ou toi à la porte, et l'autre qui est à l'autre bout, ça ne donne pas la même chose. Ou entrer en disant que tu as peur que quelqu'un ouvre la porte, les enjeux sont différents. Donc, oui, j'avais plus ou moins pensé, plus ou moins un ordre, mais je savais plus ou moins qu'en donnant telle orientation dans la semaine. C'est pour ça que les exercices étaient importants dans la semaine, comme ça, je savais que vous étiez solide. Vous n'en aviez peut-être pas conscience, peut-être toi aussi, tu n'avais pas conscience que tu avais acquis en solidité. C'est-à-dire que les exercices que je fais, en plus, je les explique souvent. Oui. C'est-à-dire, je ne fais pas des exercices pour les faire. Ça, c'est Tournier, c'est juste une matière pour avoir... Mais en fait, je me base sur les gens. Je dis, OK, ça, j'ai ça à désamorcer chez un tel ou un tel. Il y a ça... Et je ne peux pas appliquer des exercices comme ça. Il faut que les gens en face de moi se disent, j'ai compris où tu voulais en venir. Et en fait, tout ça construisait au fur et à mesure quasi une mise en scène avec le tempérament des uns, des autres, mais c'était physique, c'était pas une espèce de, voilà, je suis jamais rentré dans des trucs, voilà, cherchant toi, je ne sais pas, ça vous regardait, chacun fait sa cuisine, mais nous c'était des enjeux techniques, d'entrée, sortie, placement, et finalement ça a fonctionné, il y a des moments très très forts dans cette mise en scène, qui effectivement, il y avait aussi Abel, qui était là, qui était en fauteuil, donc il y avait d'autres enjeux. En fauteuil roulant. Et oui, mon cher Abel que je connaissais déjà depuis un an, il était à l'atelier de la fac. Et pareil, tout le monde avait des défis, tout le monde avait quelque chose, un enjeu pour lui. Donc la mise en scène, dans ce sens, vient de là. Elle n'est pas, c'est pour ça que c'est peut-être impressionnant, mais je pense pas. Je trouve que pour moi, c'est une logique. Je veux que ça repose sur l'acteur. Pour moi, l'intérêt du théâtre, c'est que ça repose sur l'acteur. C'est l'enjeu, le funambule, quoi. L'ici et maintenant. Voilà. Et là, c'est vrai vous étiez vraiment dans l'ici et maintenant. Je me rappelle, 3 minutes avant, on était encore en train de mettre en place. Et ça s'est super bien passé. C'était très fort. Il y a eu des moments très, très forts. Et finalement, le fait de travailler comme ça, un peu au dernier moment sur le fil, moi, je voyais pas trop. Honnêtement, c'est vrai, je voyais pas trop où ça allait et ce qu'on allait réussir à offrir au public. Et tout d'un coup, sans réfléchir, et alors c'est ça moi que je retiens, c'est que tout d'un coup, on avait, en fait, le fait de travailler dans l'urgence, ça permet de ne plus réfléchir. Exactement. Et d'être présent dans la chose. Présent au texte, présent dans la salle, corporellement présent. Et tout d'un coup, on n'étouffe plus, miraculeusement. Ben oui, surtout. Surtout moi. Non, mais c'est vrai. Après, on sait ce qu'on a eu comme échange par rapport à... Tu m'as dit un peu. C'est vrai que tu as été dans ce trait, tu as été très clair, très vite. Et je me suis dit, moi, ça me dérange. Tu as vu, je t'ai pas dit, ah oui, mais ça va pas le faire. Pas du tout. Je me dis, mais c'est le but, justement. C'est-à-dire que si j'arrive pas à t'emmener, c'est qu'il y a un problème. C'est donc... J'ai confirmé que mon truc de dire que ça doit passer par là, que ça doit passer par les exercices, par la technique, par tout ce que dit Brooke, et ben finalement on s'est retrouvés finalement. Et vous aviez pas du tout les mêmes. Il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices. Il y avait des gens dont c'était le métier. Il y avait des pros. Et oui, même, alors ça aussi c'est terrible. Et ça c'était plein de choses différentes. Ou alors il y avait Marie qui était plutôt dans l'impro. Et c'est pour ça que ça revient aussi à ce que tu disais. On utilise avec Hugo, alors c'est bizarre parce que lui il est en impro, mais quelque part, nous, vous avez vu, nos exercices, c'est beaucoup d'improvisation. C'est-à-dire qu'on travaille en disant, voilà, il y a telle chose, voilà le cadre, comme quand on joue à quelque chose. On joue au Uno. Le Uno est d'autant plus passionnant qu'on met telle règle. On dit, là, tu peux pas faire ça. C'est ça qui fait. C'est les règles l'exercice, c'est ça. C'est qu'on verrouille un peu et on laisse faire.
Et ça, c'est ça qui est génial. On met l'acteur et l'actrice dans une situation qui fait que ça provoque quelque chose. Et donc l'exercice d'improvisation vient pour ça. Et c'est pour ça que les comédiens d'impro, à l'inverse, des fois j'ai dirigé des comédiens d'impro en leur disant, je vous admire parce que vous avez une faculté de fournir, parce qu'ils sont formés pour ça, à fournir, à pouvoir rebondir. Et des fois, ce que je leur reproche à l'inverse, c'est de dire, mais des fois, vous ne savez pas vous arrêter. Oui, et ça, j'ai souvent, et Marie me l'avait dit, et c'est pour ça que j'avais rencontré juste avant, elle avait fait une espèce de, c'est pas battle, hein, je sais plus le nom, c'était à Recouvrance, je me rappelle très bien, et ça lui avait donné envie, ce que je lui avais dit comme ressenti, j'ai dit, mais vous avez tellement peur du silence et du vide, les improvisateurs, j'ai dit, mais alors que vous êtes très puissants, quand tout d'un coup ça s'arrête dans la frénésie, vous arrêtez, waouh. Et elle m'avait dit, c'est vrai, on l'oublie souvent. Et nous, à l'inverse, en comédien, des fois, on a un défaut de lâcher prise. Voilà. Sur le silence, qui est un de mes défauts également, j'ai un peu peur du silence, c'est vrai, et en particulier sur scène, j'ai peur que les gens ne rient pas, ou ne m'accompagnent pas, ou j'ai peur qu'il n'y ait aucune réaction du public sur scène, ou même en radio, mais en radio, je le sais pas forcément. Brooke dit, nous avons le plus souvent, il parle des apothéoses possibles après une expérience théâtrale. Il y a l'apothéose par la célébration, où notre participation se manifeste en piétinement, acclamation, hurrah et tonnerre d'applaudissements. Ou bien, à l'opposé, il y a l'apothéose par le silence. Et il termine, nous avons le plus souvent oublié le silence, il nous embarrasse même. Alors que c'est vraiment un outil fantastique au théâtre. Vraiment, j'approuve à 1000% ce qui est dit là. C'est pour ça que souvent même certaines pièces, je fais exprès de les finir non pas par un truc qui fait... Tu sais, en musique, il y a ce qu'on appelle la cadence parfaite, c'est-à-dire l'impression de fin, où on sait que l'oreille fait suffisamment ce qu'il faut, la musique fait suffisamment ce qu'il faut pour que le public sent qu'il doit applaudir. Et ça, des fois, je veux le squeezer parce que je me dis... Donc, c'est souvent... Il y a besoin de ce petit temps l'art qui ne réclame pas l'applaudissement, qui ne réclame pas l'hurrah, qui prend le public à bout de souffle, à court de... J'en parlais, je sais pas, à Julie justement, je dis mais il y a un long... Je parlais du silence, je disais, c'est dans, je crois, Hitchcock, qui a pour moi le plus long cri sans son de l'histoire du cinéma. Alors elle cherchait avec Véro, et je lui dis mais c'est dans Les Oiseaux, quand la mère du mec, elle voit un fermier qui a été attaqué par un des oiseaux, elle est tellement choquée, elle ouvre la bouche et Hitchcock fait durer cette sensation. Elle prend sa voiture, elle traverse le village, elle retourne chez elle, ça dure je sais pas combien de temps, dans le silence. Et pourtant on entend sa douleur alors qu'il n'y a pas un son. Et je me dis c'est ça qui est beau au théâtre. On a tellement de force quand quelque chose vient. Quand il y a un coup de tonnerre, c'est le fameux coup de tonnerre dans un ciel clair. Si on fait un coup de tonnerre alors qu'il y a plein de bruit ça sert à rien ton coup de tonnerre. Donc il faut gérer ces ruptures, le vide, avant d'y mettre quelque chose. Et à l'inverse, vide. Voilà, c'est toute cette gestion du plein, du vide, du silence, du bruit, du vacarme. Voilà, c'est tout ça qu'il faut gérer en théâtre. Eh bien, on va essayer de le gérer à partir de mon texte. Oui. Hein, mais avant... Je suis désolée, chers auditeurs, mais on va passer une petite soirée en compagnie de Peter Brook, vous l'aurez compris. Ouais. Tellement et j'espère que ça vous intéressera et ça vous donnera envie de lire L'espace vide, écrit sur le théâtre aux éditions Essai Point. Page 59, hein, si vous voulez que je synthétise pour vous, écoutez. Il écrit « Quelle que soit la valeur du message, il ne se transmet en fin de compte que selon des valeurs qui sont celles du théâtre même. » Quelles sont, pour toi, les valeurs du théâtre même ? C'est ça. Ça reprend un peu tout ce que j'ai déjà dit, mais pour moi, en premier ordre, c'est la concision, par exemple, aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au théâtre de beaucoup plus... Alors, j'aime pas le mot efficace, mais c'est vrai que si on fait la différence entre la nouvelle, le roman, l'écriture, on vient parce qu'il y a quelque chose... On est la cible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la convention. Comme il y a une convention d'ailleurs entre un auteur et son lecteur. Eh ben au théâtre, c'est-à-dire que, je crois que vous l'avez dit, je suis persuadé, même si c'est une thèse comme ça folle, que dès l'homme de la caverne, le fait de vouloir raconter quelque chose aux autres, c'est de là qu'est né le théâtre. C'est tout d'un coup, il y en a un qui a vu quelque chose
hors de la... Il a vu ça, il a dit les autres, il vient se passer un truc, il faut que je vous raconte. Et en fait, il naît dans la société des gens qui ont un peu plus la faculté que d'autres de vouloir raconter aux autres et qui rajoutent. Je sais que dans ma famille, on est spécialiste de ça. On raconte quelque chose à une de mes sœurs qui dure 3 secondes. Quand elle veut le raconter à son tour, on a déjà 3 minutes. Ouais. Et c'est ça qui est fort. Donc cette faculté-là, le théâtre a quelque chose de cet ordre. Et encore une fois, ça ne tient pas au costume, au décor, ça tient à la personne. Vraiment, j'insiste. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est pas la lumière, la photo comme au cinéma. C'est pas que les mots. Parce que sinon, on se contenterait de lire. Je n'ai rien contre. J'ai fait des études de lettres. Je vénère les textes. Je vénère l'écriture. Mais maintenant, je suis comédien. Et quand on est sur un plateau, c'est ça qui compte. Bien sûr, le texte est important, mais d'abord les enjeux scéniques, les valeurs. Oui, c'est ce qu'il appelle les valeurs. En plus, j'imagine qu'il n'a pas dû dire forcément valeurs. Je ne sais pas s'il a écrit en anglais d'ailleurs ou en français. En tout cas, dans la version française. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, oui, c'est qu'il y a des spécificités vraiment théâtrales. Les choses, c'est théâtral. Le fait de se dire, on se trouve là, il y a un enjeu immédiat. Et on doit sentir un danger, donc il doit se passer quelque chose. On se confond. Ton personnage prend ton corps. C'est-à-dire, si je te regarde là, les gens, vous ne le voyez pas, mais j'ai devant moi une personne assise, et je crois vous l'avoir dit au théâtre, qu'est-ce qui empêche que, à partir du moment où je dis tu es Médée, pourquoi Médée ne serait pas comme ça, ou Phèdre, ou n'importe quel personnage qui serait assis sur un tabouret assez vanté. Remarque, Médée, je la vois. Ben oui, alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes deux dans une toute petite salle avec une multitude de machines qui fonctionnent, des moteurs. Exactement. Donc il fait un peu chaud. C'est vrai que je m'évente. Oui, mais c'est... Et Médée, certainement, serait un peu... comment dire, pas nonchalante. Oui, mais elle peut, en tout cas, elle t'emprunterait. Oui, elle peut être, mais t'es même pas nonchalant, je trouve. Non, c'est pas le terme que je cherchais. Mais elle peut être, parce que là, t'étais très pensive, t'étais dans une écoute. Et ça, c'est fort. Des fois, on confond la même posture, mais t'étais pas passive. C'est pas parce que tu ne dis rien et que tu as l'air de que tu n'es pas active. Et c'est souvent ça que l'acteur ou l'actrice ne comprennent pas, c'est que ils ont peur du silence, de l'immobilité, de ces choses, parce qu'on croit qu'il ne se passe rien. Bien au contraire. D'ailleurs, Brooke, quand il donne sa définition du théâtre, il dit c'est un espace vide, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, où il y a une personne sur le plateau, une personne en face. Mais dans un autre texte, quelques années après, il écrit, je crois que ça s'appelle Le diable c'est l'ennui, il corrigera sa définition, il dit je rajoute une personne sur le plateau parce que j'ai oublié le lien. Et effectivement, ce qui compte, c'est pour ça que j'ai voulu travailler le Tchekhov, pour dire la mort quand il y a Treplev qui se suicide. Tchekhov le met hors scène. On entend juste le coup de feu. Mais par contre, la pièce finit sur quoi ? Sur le moment où on se dit, et c'est ça le plus fort, comment on va le dire à la mère ? Et ça, c'est ça le lien. C'est pas tant le suicide. Aujourd'hui, c'est ça. Le cinéma, mon Dieu, on montrerait les trucs qui sortent. Mon Dieu, la tête qui explose. Au cinéma, au théâtre, il y a toujours un petit décalage. On joue sur l'absent, on joue sur l'écart. Ça, c'est fait l'invisible. Et en fait, et là où il est très fort, parce que Puccini, lui, par exemple, il joue le moment où on annonce au héros que son amoureuse est morte. Là, on a juste les hommes qui disent il va falloir éloigner parce que son fils vient de se suicider. On lui dira, quoi. Et la pièce se finit. On n'a même pas, mais on imagine, et c'est ça qui est fort. On peut pas applaudir à la fin de cette pièce. On se dit, mon Dieu, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire quand on va lui dire ? Et ça, c'est incroyable au théâtre. C'est tous ces enjeux-là on retient. C'est l'invisible. Alors bien sûr, il y a eu cette phase. Je ne sais pas si on n'avait pas fait du Sarah Kane, je crois. Non, mais tu nous en as parlé. On a parlé parce que Sarah, je sais pas, Phèdre, l'amour de Phèdre, parce que justement, c'est toute une mouvance du théâtre qui va vraiment dans la face, c'est-à-dire qui est violent, et surtout qui montrait, alors au sens où ça disait crûment les choses. C'est-à-dire qu'il est question de sexualité, donc on le dit. Elle précisait que c'est dans les didascalies, ça ne veut pas dire qu'on devait le faire. Parce qu'il y a par exemple, il y a des actes sexuels, mais elle ne demandait pas que la mise en scène nous les montre. Il suffisait qu'il y ait un comédien qui joue la didascalie, où on écrit que Phèdre pratique quelque chose sur Hippolyte. Et voilà, mais ça, c'est déjà énorme, alors qu'on n'avait pas ça. Le théâtre, c'est plutôt comment on fait comprendre tout, alors que tout est
avant ou après, caché. C'est ça qui est beau au théâtre. Moi, je trouve que tant que le théâtre garde ça, il restera théâtre et il faut qu'il le garde. Le spectateur de théâtre aime ça, ce côté où tout repose sur la façon dont l'acteur ou l'actrice raconte. Ça c'est des valeurs théâtrales. Alors, pour Hermeline seule en scène, Oui. j'ai décidé de lire, donc, parce que je ne suis pas une fille de par cœur, de Ouais, rester et en plus, c'est immobile. beaucoup. Oui, en plus, c'est long, il y a beaucoup de textes. Et ce que je veux, c'est vraiment donc, il y a plusieurs fragments, en fait, de mes 20 ans, de ma période de vintage, parce que vintage, ça veut dire 20 ans, qui se succèdent. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une réaction du public en temps réel, c'est-à-dire faire vivre une expérience et vivre moi-même une expérience avec le public, qu'il réagisse, qu'il ait envie de prendre la parole, qu'il se dise mais moi aussi j'ai vécu ça à 20 ans, et ben tiens, je lui passe le micro et je serais ravie qu'il vienne sur scène ou moi descendre dans la salle en fait. Ce qui implique que j'aurai un pupitre, mon texte, quelques accessoires que je ne vais pas dévoiler, je ne peux pas tout dévoiler. Et non. Est-ce que j'en dis trop? Pas assez. Est-ce que je vais savoir poser ma voix? Ne pas juger aussi la personne que j'étais il y a 20 ans. Est-ce que je vais pouvoir convoquer les bonnes images et me mettre à la place du personnage? Alors ça, c'est quelque chose que tu n'arrêtais pas de nous dire. Le personnage ne sait pas ce que vous savez. Eh ben non. L'acteur, c'est beaucoup plus que le personnage, bien sûr. Eh bien, je vais me lancer, quoi. C'est ça le... Tout à fait. l'idée. Allons-y. Sachant que j'ai envie de préciser aussi que moi, si je suis un metteur en scène, imaginons, je connais pas, j'ai ça comme texte. La première chose que je vois, c'est la façon dont c'est écrit. Et j'ai envie de respecter ça. C'est-à-dire, tu pars pas du bord et tu remplis pas. C'est au milieu. Et pour moi, ça n'est pas banal. Alors, peut-être que pour toi, ça l'est. Mais moi, en tant que metteur en scène, je verrais ça. Je dirais, ça n'est pas comme un autre texte qui partirait du bord. Ça n'est pas pareil. C'est-à-dire que t'as pas de virgule toujours. T'as pas de, voilà, c'est comme une espèce de prose ou de vers libre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je le traite. Alors, pas tout à fait. Oui, parce je que- sais. Mais c'est pour ça que j'ai la question. Comme j'ai l'autrice, j'ai envie de me dire, profitons-en. Qu'est-ce que tu as à en dire sur déjà ça? Alors, sur le fait que ce soit centré, Oui. dans ce caractère-là, parce que j'ai essayé beaucoup de typos, et finalement, c'est celle que je lis le plus facilement. Mais Bon, ça, que ce c'est- soit le que ce typo soit ou le cent- fait que ça que soit ce soit centré? centré, Ah oui. je n'ai pas à réfléchir au retour à la ligne. Je les ai déjà fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais t'as pas Finalement, fait je des sais pas comment phrases, hein, expliquer. c'est ça que je veux Alors, dire. par contre- Pourquoi t'as pas fait des... C'est ça. Si, en fait, j'ai fait des phrases Mais dans ma pas tête. Oui, voilà. C'est déjà quelque chose. Et je n'ai volontairement pas mis de ponctuation. Et déjà, la dernière fois, Delphine a été confrontée aux mêmes réflexions que toi. Mhm. Parce que, évidemment, tu vas Ah, voir tu à vois. l'oral, ça bute parfois. Et c'est ce que je voulais travailler, finalement. Ben, très C'est cette bien. oralité-là Eh que je ben, voulais voilà. travailler. Donc, volontairement, oui, je n'ai très pas bien. mis de ponctuation Eh ben, Pour tu la vois, mu- c'est déjà quelque chose. pour la mettre C'est énorme. en temps réel, quoi. Ok. En répète audio. Mhm. Alors, on y va. Ouais. C'est comme ça qu'un jour de grande lassitude, ma mère, qui n'en peut plus de me voir me lever à midi, et passer le reste des jours à errer, fantomatique, comme Marc-André Gondrin dans Le premier jour du reste de ta vie, le film de Rémy Besançon, lorsqu'il revient vivre chez ses parents. C'est comme ça donc que ma mère m'inscrit dans une société d'intérim. Un matin, le type de l'agence appelle. « Bouge-toi un peu, Béligue, téléphone !» À présent, c'est l'époque Béligue, Petite Isabelle en breton, ou Petite Bella, parce que ma mère, autrefois, avant de se fiancer, travaillait au rayon des poupées Bella aux Dames de France à Brest. C'est aussi ma période Pacha Club, Bilitis ou Président, les discothèques d'ici, car à présent, on habite à Rueil-Malmaison. Dans peu de temps, je passerai mes nuits chez Régine ou chez Castel, champagne à discrétion et table réservée. Entre-temps, je vivrai ma période Palace, Globo, Folie Pigalle. Mais pour l'heure, c'est en banlieue, au Malibu et au Bélèze. Le matin, forcément, j'ai besoin de récupérer. Moi, c'est pas grave, je travaillerai toujours assez tôt. Nous sommes septembre. Le type de l'agence d'intérim me propose un rendez-vous à Promogolf l'après-midi même. Cet après-midi? Vous êtes sérieux là? Du golf? Secrétaire? Il argumente, le bougre, inflexible. La seule chose qui me motive réside dans l'idée que secrétaire implique une machine à écrire.
Les machines à écrire me permettent de poser les mots de mon esprit qui se bousculent comme la foule dans le métro aux heures de pointe. J'abdique. Parfois, en égo, faut savoir lâcher pour négocier une paix sociale. Et je décide de me rendre à cet entretien. Par exemple, là, tu vois, je m'embrouille toute seule. Parce que j'ai changé le texte en plus. Okay. Je ne décide pas de me rendre à cet entretien. Je me rends à cet entretien, un vague CV en main que j'ai rédigé en urgence. Évidemment, comme je n'ai aucune expérience, mon CV se déroule sur à peu près 5 ou 6 pages. J'ai rendez-vous à 14h. J'attends, avachi dans le fauteuil club du hall d'accueil de l'agence. 14h, 14h30, 45, 15h. On se moque de moi. Je commence à m'impatienter. Au moment où je me lève pour partir, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. John passe devant moi sans me voir. Il me frôle tout à ses pensées. Bronzé, les yeux cachés derrière ses wayfarers. Casque de scooter en main. Polo Lacoste rose accentuant sa peau brunie. Pantalon à pince beige avec le pli au milieu. Mocassin à gland. Moi, dans mes fringues tropicales Canna-Beach, tout à coup, je me sens gênée. John fait volte-face. « C'est avec moi que vous avez rendez-vous ?» tout en ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemble à Marcello Mastroianni. Oui. Désolé, je suis en retard, suivez-moi. Il me tend une main ferme et un sourire flamboyant. Alors j'ai un trou parce que j'ai annoté quelque chose que je ne relis même pas moi-même. Il me tend une main ferme et un sourire flamboyant. Il ne lui manque qu'une fleur entre ses dents pour se la jouer ultra bright. Peut-être que quand je bute, c'est que c'est inutile. Ah, pas forcément. Non ? Non. C'est juste que c'était mal écrit. Pas forcément, ça peut être plein de choses. Parfois, c'est parce que il y a conscience qu'il y a un enjeu, qu'il y a une intention qui n'est pas claire. C'est pas forcément le texte, c'est parfois l'intention qui n'est pas claire. Mais ça, on verra. Pour se la jouer ultra bright, comme cette pub des 80s. Je le suis docile, comme un petit chiot abandonné qu'on vient d'adopter. Tout lui semble acquis. Il nous installe dans un bureau vide, il ôte ses chaussures qu'il envoie valdinguer, pose ses pieds habillés de Burlington, croisés l'un sur l'autre sur le bureau, parcourt mes feuillets avant de les balancer dans les airs, à la manière d'un Russe qui jetterait son verre de vodka derrière son épaule, après un pacte éclatant. Ce n'est qu'une feuille de papier, ça ne signifie rien. Mais je lis que vous faites du piano ? Oui. J'adore le piano. J'aurais aimé savoir en jouer. Vous avez une certaine dextérité. Il mime une série d'arpèges en tapotant sur la table de réunion, se prenant peut-être pour Richard Klederman. Je remarque au passage ses mains grandes et fines, qui paraissent douces et lisses, des mains de pianiste. Oui ? Vous savez taper à la machine alors ? Ah oui, monsieur, j'adore ça. Dès que j'ai un clavier et vous savez ranger les dossiers, vous êtes ordonné, une pianiste, ça a l'esprit structuré. Ah oui, monsieur, moi je suis la reine du classement, la Marie Kondo des dossiers. C'est comme ça que tout a commencé pour moi, que j'ai plongé dans le grand bleu sans savoir nager. Alors il y a quelques références qui appellent des musiques que je ne vais pas dévoiler ici, mais il y a des ponctuations musicales. Ouais. Alors il y a la suite évidemment, mais est-ce que déjà là, sur ce premier fragment, Steve, oui. Quel conseil je pourrais appliquer dès que je vais rentrer tout à l'heure ? Bah, déjà, moi je pense qu'il faut que tu fasses confiance à ça. C'est que elle est pas banale, cette façon. Tu vois, tu crois que c'est pas rien d'avoir structuré comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Ça dit quelque chose de ne pas relier, par exemple, j'ai envie de dire, on va dire 2 lignes, ou vers, même si c'est pas de la poésie, mais tu n'as pas écrit sur la même ligne, surchargé de 2 rococo de cadres ou relief baroque. Tu as mis superposé. Parfois, il faut respecter. Parfois, je pense que il y a des choses qui peuvent s'enchaîner. Il faut trouver j'ai presque envie de dire partitionner ça. Comme si c'était une partition pour un interprète. Sachant que
un interprète, par exemple, je dis pas un interprète d'opéra, par exemple, parce que ça reste du théâtre. La musique peut être théâtre quand il s'agit, par exemple, d'opéra. Et là, quand c'est écrit comme ça, bien sûr qu'il ne s'agit pas de chanter, mais il s'agit de se donner une rythmique, parce que la vie, c'est ça, les ruptures dans la vie, on en fait. Tout d'un coup, on est en train de parler, on est dans un couloir, on parle, on a une conversation interrompue avec quelqu'un, on ouvre la porte, il y a quelque chose dans la pièce, évidemment qu'on ne va pas continuer à parler. Le débit change. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut trouver l'état de ce personnage, dans quel état il est. Mais c'est pas un état pas que psychologique. Des fois, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, je ne sais pas si on avait fait cet exercice, le froid, des sensations physiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est passé dans les carrés? Je ne sais pas si on a fait cet exercice. Mais parfois, il faut juste un état physique peut réveiller chez l'acteur et l'actrice quelque chose d'autre. Et ça, je n'ai pas à en savoir. Mais si, par exemple, je dis, tu joues ça alors que tu es frigorifié, ça ne va pas donner la même chose. Je joue quoi alors? Quel texte? C'est-à-dire que quand tu fais comme exercice, n'importe quelle partie. Tu dis, par exemple, tu commences, imagine que tu es super pressé d'aller te réchauffer, tu es dehors, tu as une conversation, tu es en train de dire ce texte et tu es frigorifié dehors, il fait moins doux et tu as qu'une hâte, rentrer te réchauffer. Imagine, essayons ça juste comme ça, 2 secondes, pour voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'un jour de grande lassitude, ma mère, qui n'en peut plus de me voir me lever à midi, est passée. Alors, avant de continuer, c'est quoi la sensation de froid en général quand on est dehors? On claque des dents. Non, là, pas que. Je sais pas. Et qu'on est pressé de rentrer au chaud, qu'on est loin de la porte qui nous emmène à la cheminée. On tremble. Non. Sur quoi ça joue? Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs en général? Qu'est-ce qu'on voit? La neige? Non, de soi. Je sais pas. Tu sais oui. Eh oui. Donc. La buée mais c'est pas de jouer la buée, mais c'est dans un état, puisque j'ai dit qu'on est pressé. Donc tu m'as bien joué, mais tu as oublié le côté un peu pressé d'aller retrouver le chaud, par exemple. Un jour, un prof de piano me dit, d'ailleurs, ça m'a pris 2 ans à réfléchir à cette issue, mais il n'y a pas très longtemps, parce que je joue du piano depuis toute petite. Et donc j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit pendant à peu près 2-3 ans, et j'ai laissé tomber le piano. Ce que je voulais faire depuis toujours. Il m'a dit, ah ouais. Alors, il me montre une partition, je sais lire, c'est super, je joue. Il me dit, ah oui, vous êtes une bonne exécutante. Ouf. Ouais. Et je l'ai pas trop compris sur le... Ah oui, c'est... Je suis rentrée chez moi. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que c'est un peu tout ça qui m'a... Ce genre de petite réflexion. Mais en fait, j'étais en colère sur le moment, mais en colère contre moi, en fait, parce que c'est aussi. vrai. C'est vrai que j'étais une bonne exécutante. J'ai jamais été pianiste. Oui, après, ça dépend de ce qu'on entend par là. C'est pour ça qu'il faut... Est-ce qu'il y a le supplément d'âme dont on parle ou jouer les notes? C'est une chose de jouer les notes et une chose de... C'est comme au comédien. C'est une chose de lire que d'interpréter. Mais ça, à la limite, on est là pour travailler, effectivement. Les exercices sont faits pour emmener quelque part. Mais oui, et de toute façon, il faut cheminer. Respire. Voilà, déjà. C'est comme ça qu'un jour de grande lassitude, ma mère, qui n'en peut plus de me voir me lever à midi et passer le reste des jours à errer, fantomatique comme Marc-André Gondrin, dans Le premier jour du reste de ta vie, le film de René Besançon, m'inscrit dans une société d'intérim. Le matin, le type de l'agence appelle. « Bouge-toi un peu, Béligue, téléphone !» À présent, c'est l'époque Béligue, Petite Isabelle en breton, ou Petite Bella. Parce que ma mère, autrefois, avant de se fiancer, travaillait au rayon des poupées Bella, aux Dames de France à Brest. C'est aussi ma période Pacha Club, Bilitis sous président, les discothèques d'ici. Car à présent, on habite à Rueil-Malmaison. Dans peu de temps, je passerai mes nuits chez Régine ou chez Castel, champagne à discrétion et table réservée. Entre-temps, je vivrai ma période Globo, Palace ou Folie Spigale. Mais pour l'heure, c'est en banlieue. Au Malibu ou au Bélèze. Le matin, forcément, j'ai besoin de récupérer. Je travaillerai toujours assez tôt. Nous sommes septembre. Le type de l'agence d'intérim me propose un rendez-vous à Promogolf l'après-midi même. Oui, déjà, pour moi, c'est pas la même chose. J'entends déjà d'autres choses, d'autres possibilités. Et en fait, c'est à toi de voir, par exemple, de ce que tu viens de lire. Est-ce qu'il y a une ironie très drôle, hein. On sent
ça c'est très très drôle. Est-ce que tu veux des fois appuyer les choses ou pas? Par exemple, moi, quand je lis ça ou j'entends ça, on sent l'autodérision parce que maintenant on a vu rien. Dans peu de temps, je passerai venir chez Régine ou Castel, Champagne, etc. Faut les gars, mais pour l'heure, c'est en banlieue, au Malibu ou au Bel. Je pense qu'il faut toujours passer par la phase. J'appelle ça la phase grossièreté. Au sens premier, c'est-à-dire c'est à gros traits. C'est-à-dire c'est comme la caricature. Avant d'affiner voilà, on fait à gros. Donc, essaie par exemple de ce truc-là, d'accentuer ce truc. C'est aussi un peu les conditions. Parce que maintenant, exagère, c'est-à-dire pour dire que voilà, ça monte champagne. Mais pour l'instant, tu vois ce que je veux dire? Exagère. Ça, j'en ai rêvé de le jouer comme ça, mais... Et à mon avis, vas-y. Pour l'instant, vas-y. Et on gommera si c'est trop. Le type de l'agence d'intérim me propose un rendez-vous à Promogolf l'après-midi même. Cet après-midi. Vous êtes sérieux, là? Du golf? Secrétaire? Il argumente, le bougre. Inflexible. La seule chose qui me motive réside dans l'idée que secrétaire implique une machine à écrire. Les machines à écrire me permettent de poser les mots de mon esprit qui se bousculent comme la foule dans le métro aux heures de pointe. J'abdique. Pour cette raison-là, j'abdique. Parfois, en négociation, parfois, faut savoir lâcher pour négocier la paix sociale. Je me rends à cet entretien. Un vague CV en main que j'ai rédigé en urgence. Évidemment, comme je n'ai aucune expérience, mon CV se déroule sur à peu près 5 ou 6 pages. J'ai rendez-vous à 14h. J'attends. Avachi dans le fauteuil club du hall d'accueil de l'agence. Alors, imagine que tu es dans l'état que tu décris. Bah, j'ai essayé. Oui, non, mais prends le temps, j'ai rendez-vous à 14h. J'attends. Respire. C'est-à-dire que la respiration vient nous dire que après tu vois, oui, non, reprends j'ai rendez-vous à 14h et laisse un temps qu'on ait temps de comprendre que 14h. J'ai rendez-vous à 14h. J'attends. Avachi dans le fauteuil club de l'agence. 14h. 14h30. 14h45. 15h. Alors, tu vas le faire presque comme une musique, ça. Tu peux parce que tu l'as mis sur la même ligne. De l'agence. 14h, 14h30, 45, 14... Trouve une... Papa, super, tu vois. 14h, 14h30, 45, 15h. Et allez, on se moque de moi. Et je veux que... 15h, bam, Mais putain, fais chier. Mais putain, on se moque de moi, quoi. Voilà. Je commence à m'impatienter. Au moment où je me lève pour partir, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Tu vois, moi, c'est du Hitchcock pour moi, là. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Mais c'est-à-dire, on doit vraiment croire que tu te barres. Là, ça s'en trop vite. Il faut vraiment qu'on se dise, il va plus arriver. C'est-à-dire vas-y jusqu'au bout, etc. Et on doit croire que personne ne viendra. Tu vois ce que je veux dire? 14h, 14h30, voilà. 14h45, 50, 55, 15h. On se moque de moi. Je commence à m'impatienter. Au moment où je me lève pour partir... c'est là que j'aurais pas respecté ta cause. J'aurais fait... Je commence à m'impatienter au moment où... Je commence à m'impatienter jusqu'au moment où... Là, alors là... Ou alors, où je me lève... Au moment où je me lève... Tu vois ce que je veux dire? Les portes... En tout cas, il faut que... à mon avis, le suspense vient... Les portes... C'est très cinématographique. Tout d'un coup, on doit s'imaginer. Tu cours, tu es devant l'ascenseur. Chling, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais reprends à 14h, c'était très bien. Tu gères très bien. 14h, 14h30, 14h45, 50, 55, 15h. On se moque de moi. Je commence à m'impatienter. Au moment où je me lève pour partir... Respire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. John passe devant moi sans me voir. Il me frôle, tout à ses pensées. Bronzé, les yeux cachés derrière ses wayfarers, casque de scooter en main, polo Lacoste rose, accentuant sa peau brunie, pantalon à pince beige avec le pli au milieu, mocassin à gland. Moi, dans mes fringues tropicales cannabis, tout à coup,
Je me sens gênée. Continue ce rire. John fait volte-face. C'est avec moi que vous avez rendez-vous ? En ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemble à Marcello Mastroianni. Oh là là. Oui. Désolé, je suis en retard. Suivez-moi. Il me tend une main. Vas-y, respecte ce que tu as écrit. Tu as mis, je lis, hein, Oui. ce qu'il a écrit, c'est il ressemble à Marcello Mastroianni, ou, 3 points de suspension, ou 3 points de suspension, Ou, oui. Respecte-le. Essayons de voir, tu redis, tout en ôtant ses lunettes, il ressemble à Marcello, et essayons de respecter ce que tu as écrit. Tout à coup, je me sens gênée. Respire. John fait volte-face. C'est avec moi que vous avez rendez-vous ? Tout en ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemble à Marcello Mastroianni. Oui. Non. Oui. Mais dans ma tête, je l'ai écrit comme ça et ça passe pas à l'oral, tu vois. Ah bah parce que tu prends pas le temps de le faire. Oui, ah bon ? Prends le temps. Tes points de suspension, j'imagine que c'est du temps. Oui. Eh ben, fais ça. Il ressemble à Marcello et là, en plus, tu prends pas le temps de passer de la narration au style direct. Là, c'est bien le style direct. C'est-à-dire que tu retardes la réponse. Mais on doit retomber sur... C'est avec moi, vous avez rendez-vous ? Tout en ôtant ses lunettes, il ressemble à Marcello Mastroianni. Elle revient avant et elle répond pas forcément tout de suite, justement. Donc vas-y, refais ce truc. C'est avec moi, vous avez rendez-vous ? C'est avec moi que vous avez rendez-vous ? Donc c'est direct. Tout en ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemble à Marcello Mastroianni. Le personnage revient. Haletant. Oui. Voilà. Désolé, je suis en retard. Suivez-moi. Il me tend une main ferme et un sourire flamboyant. Il ne lui manque qu'une fleur entre les dents pour se la jouer ultra bright. Comme dans la pub des non, ça je l'ai rajouté, mais il n'était pas. Mais tu vois la différence, par exemple, on parlait de... Tu rappelais que j'avais dit, le comédien, c'est plus que le personnage. Et bien là, en l'occurrence, la jeune fille du style direct en sait moins que la narratrice. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est totalement soumise au... Elle savait pas qu'il allait arriver, elle savait pas au moment où elle le vit. La narratrice sait, puisque c'est elle qui raconte, mais pas le personnage au moment. C'est pour ça que tu dois absolument faire croire que quand tu es dans le style direct, faire croire, c'est la première fois, elle s'attendait pas du tout à ce que la porte s'ouvre, qu'il ressemble à Marcello Mastroianni, qu'ils lui disent c'est avec moi vous avez rendez-vous, et qu'elle allait se retrouver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu en sais beaucoup plus que ce personnage qui parle au style direct. C'est pour ça qu'elle peut prendre le temps. C'est avec moi que vous avez rendez-vous. C'est pas pourquoi elle prend du temps. C'est parce qu'elle le dévisage. Et elle se dit mais il m'a posé une question. Tu vois, ça arrive dans la vie. On réentend la question que quelques secondes après parce qu'on est focalisé sur la vue. La vue nous fait retarder l'ouïe. Tu vois ? Pourtant l'ouïe a bien entendu, mais en décalage. Ça arrive tout le temps dans la vie. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très juste dans l'écriture ça. Mais il faut le laisser vivre. Et je pense vraiment il ressemble à Marcello. Ça c'est la narratrice qui a elle sait. Mais là le personnage sait moins parce qu'elle le vivait. Là la narratrice l'a déjà vécu donc elle sait. Donc tu vois c'est ces moments là qu'il faut prendre le temps de vivre. Eh bien j'avoue que c'était plus facile de t'interviewer Steve, que de me prêter à l'exercice avec toi en face de moi dans ce studio où il fait 50 degrés. C'est clair. Non, mais moi j'entends la différence. Je sais pas. Alors, je sais pas si. En tout cas, moi je l'ai compris. Déjà, j'ai compris. Eh oui, mais ça marche déjà pour moi à l'oreille. Eh bien, pour ce soir, chers auditeurs, il est 21h55. Ah ouais. Nous allons en rester là. Vous aurez donc la suite de cette mise en scène. On abordera le prochain fragment de texte, la suite de cette aventure. On abordera l'entretien de recrutement le 23 août avec Steve. Et avant de se quitter, Steve, merci déjà. Avec plaisir. C'était dense. Dense. Ça paraît pas, chers auditeurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vrai. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Et Steve, avant de se quitter, peut-être tu peux nous dire un mot du Théâtre de la Coche que tu as fondé effectivement, et de la compagnie. L'actualité, c'est effectivement les spectacles qui se jouent là cet été, les spectacles commandés par le Musée de la Marine au château, des spectacles historiques, c'est des visites théâtralisées, c'est déambulatoire. Il y en a un qui s'appelle
Les Mystères de Brest, qui est déambulatoire mais dans le château, et l'autre, les deux empereurs sur un canot, pardon, et qui est déambulatoire du château jusqu'au plateau des Capucins. Donc là, notamment, la semaine prochaine, mercredi, ça se joue à 18h30 pour deux empereurs sur un canot. Et puis, il y a d'autres deux choses qu'on prépare, notamment avec Julie, enfin les comédiens et comédiennes de la compagnie. Donc ta troupe, il y a combien de... Enfin, ta Alors, compagnie, disons qu'il n'y a pas de permanent, mais disons qu'il y a les artistes avec qui je bosse depuis très longtemps, notamment Julie, et depuis, voilà, maintenant ça fait quasi 10 ans. Les noms, Julie Ramonet, Guillaume, alors les comédiens concernés par les spectacles du musée, donc il y a Guillaume Chave, Kevin Chapp, Julie Ramonet, Véronique Rousseau, et aussi la participation de comédiennes dont c'était pas le métier à l'origine, que j'ai rencontré au moment de Brest 2012 quand j'avais mis en scène le spectacle pour les fêtes maritimes. Donc il y a Joël Salin, et oui, exactement, Joël Salin, Élise Godino, voilà, donc il y a plein de gens comme ça, et bien sûr l'envie de travailler d'autres choses, de faire de la formation aussi, de continuer les stages et les masterclass, parce que je trouve que, et par rapport à la musique, c'est-à-dire former des interprètes de rôles chantés, parce que ça aussi c'est ce que je fais en tant que, je ne suis pas que comédien de théâtre, je chante aussi bien comédie musicale qu'opéra, et ça j'ai envie de le transmettre aussi, former à qu'est-ce que ça veut dire qu'interpréter un rôle chanté. Là aussi il y a un travail qui est même pas assez fait, je trouve parfois en France, mais qui l'est de plus en plus. Donc ça, j'aimerais bien développer ça, une espèce d'académie, voilà, tout en développant le théâtre musical, le cabaret, le music-hall. Je trouve que voilà, c'est un peu ça l'objectif des prochains mois et des prochaines années. Ça fait plaisir d'être à Brest et d'entendre toute cette actualité théâtrale et culturelle riche et vaste. Eh bien donc, Steve, merci. Merci à toi. Nous nous retrouvons le 23 août pour la deuxième émission ensemble. Dans 15 jours, donc le 9 août, je retrouve Delphine Vespier au téléphone. Et le 6 septembre, je serai avec Hugo Laborie, avec qui m'aura mise en scène à la Comédie du Finistère. Et nous reparlerons ensemble avec Hugo de cette mise en scène. Et peut-être que je vous inviterai, Steve en même et temps. Delphine, parce que ce sera la première émission de ma saison 2 des Élucubrations d'Hermeline sur Radio U. Et je passerai de 1h à 1h30 pour une parole plus équilibrée entre mes chroniques et les invités qui ne veulent plus jamais quitter le micro dès que je les invite. Alors 1 heure, c'était trop court. Merci, chers auditeurs et auditrices, de votre écoute et de votre fidélité. J'espère que vous avez kiffé grave l'émission autant que j'ai kiffé grave cette mise en scène audio ce soir. 101.1 FM, et vous, quel est votre souvenir vintage? J'espère que vous serez tous là le 9 septembre pour répondre à cette question. L'émission sera en écoute et en réécoute sur radio-u.org à partir du début août, également en podcast sur toutes les plateformes de streaming, et à partir de demain sur ma chaîne YouTube. Chers auditeurs, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Les Élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.